Ce fut le conquistador espagnol Francisco Pizarro qui, en 1534, débarqua à Séville avec un sac de pommes de terre. Facile à cultiver, elle se répandit très vite sur le vieux continent, mais elle fut très mal accueillie. Plus de 200 ans se sont écoulés pour que les pommes de terre prouvent leur capacité à rassasier la faim des peuples. Dès lors, la pomme de terre s'est fait une place sur la table des Européens et par extension sur celle des habitants du monde entier. C'est une joie pour nous de vous retrouver, chers fidèles amis de Capital Santé. Le docteur Nda, notre invité du jour, qui n'est d'ailleurs plus à présenter, va nous parler des bienfaits de la pomme de terre. Soyez encore une fois le bienvenu. Merci beaucoup, madame. Nous sommes d'autant plus heureux de vous recevoir à chaque émission. Merci. Aliment complet ou pas, quelles sont les propriétés de la pomme de terre? On dirait aliment presque complet, parce qu'il lui manque un certain nombre d'éléments très importants. Lesquels? La pomme de terre n'a pas de provitamine A, n'a pas de calcium, n'a pas suffisamment de ces éléments-là dont le corps a besoin. Elle en a certains en petite quantité, mais ce n'est pas suffisant pour dire que la pomme de terre est un aliment complet. On dirait un aliment presque complet. Ok. Vu que c'est un aliment qui est irremplaçable dans l'alimentation de l'homme aujourd'hui, comment est-il conseillé de consommer la pomme de terre? La pomme de terre peut se consommer crue. Elle peut se consommer cuite au four, en purée, mélangée à d'autres aliments. Il y a plusieurs manières de consommer la pomme de terre aujourd'hui. Alors docteur, revenons un peu sur les propriétés de la pomme de terre. Tout à l'heure, nous avons parlé des éléments qui manquaient à la pomme de terre. Parlez-nous un peu de ces vitamines qu'elle contient. Voilà. La pomme de terre contient essentiellement la vitamine B, B1, B2, B6. Voilà les vitamines essentielles et la vitamine C, Alors, qui ne peut être utilisée que lorsqu'elle n'est pas cuite, n'est-ce pas? Lorsque la pomme de terre n'est pas cuite, parce que le processus de cuisson détruit une grande partie de la vitamine C. Puisque nous parlons de santé, quelles sont les vertus thérapeutiques de la pomme de terre? Vous posez là une question très intéressante. Et la réponse à cette question peut être très utile à nos amis téléspectateurs. La pomme de terre peut être utilisée pour soigner des problèmes gastriques. Et là, tout simplement, vous la transformez en jus de pomme de terre crue, et vous le buvez, et puis le mal va passer. En même temps que la pomme de terre ou le jus de pomme de terre soulage l'inflammation, il apaise également, le jus de pomme de terre, il apaise l'estomac, la muqueuse gastrique. Et ça vous soulage d'un problème tel que celui que nous avons mentionné là. La pomme de terre intervient également dans la prise en charge du diabète. C'est l'un des aliments conseillés. Parce que le sucre contenu dans la pomme de terre est absorbé très lentement au niveau du corps, environ pendant 4 heures de temps. Ce qui permet d'éviter ce qui se passe avec les sucres rapides, avec lesquels la quantité de sucre dans le sang s'élève brutalement, ce qui n'est pas approprié chez les diabétiques. Alors docteur, quelles sont les autres maladies dans lesquelles la pomme de terre pourrait s'avérer utile? Bien, la pomme de terre est utile à cause de la fibre qu'elle contient dans la prévention de certains cancers, particulièrement ceux du tube digestif. Évidemment, on peut également utiliser la pomme de terre dans les maladies du foie, dans les maladies des reins. Alors, toutes ces maladies peuvent profiter, n'est-ce pas, des vertus de la pomme de terre.
Alors, comment est-ce que cela se passe, surtout au niveau des reins, quand on sait qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes souffrent de cette maladie-là? Oui, la pomme de terre est très riche en eau. Et lorsqu'on la consomme, elle favorise l'élimination de l'urine en grande quantité. Et ça, c'est bien dans les maladies rénales. Alors, très souvent, dans des émissions de cuisine, on voit la présentatrice ou même la cuisinière qui, pendant la préparation, associe la pomme de terre à certains produits laitiers tels que les fromages, des crèmes fraîches ou même le lait. Alors, l'association de la pomme de terre à ces différents produits laitiers est-elle conseillée? Ce n'est pas à moi de le conseiller ou pas, mais j'ai fait le même constat. Que la pomme de terre est associée aux produits laitiers dans les gratins, tous les gratins que vous connaissez sûrement. Si ceux qui consomment ces aliments les apprécient et il n'y a aucun inconvénient au niveau de leur système, je n'ai pas à déconseiller cela. Ok. Puisqu'on parle maintenant de l'association du lait à la pomme de terre, docteur, parlez-nous un peu de la provenance du lait. À partir de quoi est-ce qu'on obtient le lait? Ah, vous posez là une question facile et difficile à la fois. Ah bon? Parce que le mot lait est associé à beaucoup de choses. Mais ce que nous savons, le lait, c'est une substance liquide produite par les seins des mammifères. Ça, c'est le lait. C'est vrai qu'à côté, il y a d'autres laits qui ne sont pas des laits. Par exemple, on va vous parler de lait de coco, de lait d'amande, de lait de soja. Tout simplement, c'est dû à la ressemblance avec le lait produit par la mamelle des mammifères. Donc pour moi, quand on parle de lait, je comprends ces liquides blanchâtres produits par les seins, les mamelles des mammifères. Alors, quand vous parlez de liquide blanchâtre produit par les mamelles des mammifères, est-ce là une façon de dire que n'importe quel mammifère qui a des mamelles qui produisent du lait, il faut qu'on le consomme? Ah non, je ne le dis pas. Je ne dis pas qu'on doit consommer n'importe quel lait de mammifère, mais ce que je dis, c'est que le lait, quand on parle de lait, il s'agit de ça, du produit provenant du lait des seins des mammifères. Alors, quels sont ces animaux à partir desquels on tire le lait? Celui que nous consommons? Celui que nous consommons, bien sûr. Certains consomment du lait de chèvre. Il y a le lait de vache, ça c'est le plus connu et c'est ça qui est le plus industrialisé. Ça se présente sous plusieurs formes. Le lait complet, le lait total, qui comprend tous les éléments du lait. Il y a le lait écrémé, dans lequel on a enlevé la couche de graisse de dessus. Il y a le lait semi-écrémé, dans lequel on a enlevé une partie de la graisse en laissant l'autre. Et lorsqu'on va plus loin, on constate qu'il y a le lait en poudre, le lait liquide, il y a celui qui est sucré, non sucré. On trouve le lait sous plusieurs présentations aujourd'hui. Il y a même du lait maternisé. C'est du lait de vache dont la composition a été modifiée pour ressembler à la composition de lait de femme. Alors, docteur, ce lait qui a été modifié pour ressembler au lait de femme, lorsqu'on le donne à des enfants, à des nourrissons qui viennent à peine de naître, est-ce que cela peut avoir des incidences sur leur croissance? Oui, ça a de l'incidence, comme quelques-uns le disent. Le lait de la vache, c'est pour l'enfant de la vache. Et le lait de l'humain, c'est pour l'enfant de l'humain. Je ne veux pas aller très loin parce qu'il y a peut-être des implications philosophiques. Même en modifiant le lait de vache, il ne peut jamais être comme le lait de la maman. Parce que le processus de l'allaitement, cette maman qui donne le lait, a une valeur qui va au-delà de la valeur nutritive. Donner le lait allaiter son enfant, crée un lien profond entre la mère et le bébé qu'elle porte.
ensuite le lait de la mère, contient des immunoglobulines. C'est-à-dire que toutes les maladies que la maman a eues, elle a produit des anticorps pour lutter contre ces maladies. Il y en a qui sont présents dans le lait et qui sont passés au bébé pour le protéger contre ces maladies. Évidemment, il y a beaucoup d'autres différences au niveau de la composition, la quantité de sucre, au point où nous pensons qu'on ne peut pas transformer le lait de vache en lait maternel. Ok. Vous avez aussi mentionné la graisse lorsque vous citez les différentes sortes de lait qu'on pouvait avoir. Oui. Lait écrémé, demi-écrémé. Alors, ce qui veut dire qu'il existe quand même une quantité de graisse dans le lait. Le lait, effectivement, contient beaucoup de graisses, parmi lesquelles les graisses saturées, qui sont nocives, parmi lesquelles le cholestérol, qui cause tellement de dégâts au niveau des vaisseaux sanguins et des problèmes. Donc le lait est riche en graisse, surtout lorsqu'on consomme le lait entier. Lorsqu'on veut consommer de lait faible en graisse, nous conseillons de consommer le lait écrémé. Parce que dans le lait écrémé, on a enlevé une grande partie de la graisse. De la graisse. Ok, docteur. Nous avons vu les différents éléments qui constituent le lait. Nous avons aussi parlé de la provenance du lait. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a tellement de produits sur le marché qu'on ne sait même plus, on ne fait même plus, la distinction entre le vrai lait et le lait qu'on trouve au marché. Parce que très souvent, lorsqu'on va dans les marchés, on rencontre des jeunes femmes qui vendent un certain lait qui est de couleur jaune. Oui. Alors que quand on va, par exemple, dans les grandes surfaces, qu'on achète du lait, la couleur est carrément différente de celle qu'on trouve sur les bons marchés. Alors, docteur, quelle différence y a-t-il entre ce lait que ces filles-là vendent et celui qu'on trouve dans les supermarchés? Le problème que vous posez est un problème sérieux sur la qualité du lait. Elle dépend d'où vient ce lait. Et c'est pour ça qu'il y a tout un débat aujourd'hui autour du lait. Certains pensent qu'on n'a pas besoin de consommer le lait de vache ou d'animaux. Certains pensent même qu'il est dangereux de consommer ce lait parce que parfois la provenance peut être douteuse. Ce lait, peut-être est-ce le lait de chèvre, le lait de chameau, ou c'est quel lait? Et comment il a été manipulé, traité? Ces animaux qui l'ont produit, est-ce qu'ils étaient en bonne santé? Toutes ces questions gravitent autour du lait et qui en font un aliment potentiellement dangereux. Le conseil que je vais donner, c'est que lorsqu'on n'est pas sûr de la provenance, ne touchez pas, n'en consommez pas. Ne consommez que ce dont vous êtes sûr de la provenance et de la qualité. Parce que le lait peut être un aliment dangereux. S'il est contaminé, il peut entraîner la mort. Voilà. Il peut entraîner la mort parce que les animaux qui le produisent peuvent être malades. Et leur lait, la qualité de leur lait sera affectée. Alors, docteur, vous avez aussi dit que lorsque le nourrisson vient au monde, il n'est pas utile de lui donner le lait qui provient des animaux. Alors, je vous demande comme ça, à partir de quel moment est-ce qu'on peut consommer le lait qui provient des animaux? Parce que même après l'accouchement, pour celles qui donnent le lait naturel, on constate qu'à partir d'un certain moment, le lait est inclus dans l'alimentation de l'enfant, alors qu'il est encore tout petit. À partir de quel moment est-ce qu'on peut consommer? Voilà, voici le conseil que nous donnons. Lorsque l'enfant naît, dans les heures qui suivent, il faut le mettre au sein. Parce que même le premier lait de la maman, qui a généralement une couleur jaune, que beaucoup de personnes dans les villages jettent parce qu'ils préfèrent le lait blanc. Ce lait est très riche.
Donc, immédiatement après la naissance, autant que cela est possible, si c'est un accouchement normal, c'est plus facile, il faut que la maman mette le bébé au sein et qu'il commence à tirer. Ça a un effet sur l'utérus et ça permet de contrôler le saignement après l'accouchement. Ça, c'est un élément important. Mais comme nous l'avons dit, ça permet le lien intime. Les anglo-saxons appellent cela le bonding, l'attachement de l'enfant à sa maman et la maman à l'enfant. Et ça, c'est quelque chose de très important. Également, comme nous l'avons dit, ce lait contient des anticorps pour certaines maladies dont la maman a eu à souffrir. En donnant ce lait à l'enfant, la maman donne également des anticorps qui deviennent comme des vaccins pour protéger cet enfant. Alors, ce que nous conseillons à l'hôpital et dans les centres de protection maternelle infantile, c'est que pendant les 6 mois de la vie, l'enfant n'a besoin que du lait de la mère. On ne doit pas lui donner de l'eau, qu'elle soit minérale ou pas, l'enfant n'en a pas besoin. Si la maman voudrait donner de l'eau à son bébé, elle devrait boire cette eau elle-même. Et l'enfant la prendra dans le sein. Donc pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant, le lait maternel seul suffit. Après les 6 mois, l'enfant peut consommer autre chose. C'est là où interviennent les farines, lactées et tout ce que vous avez mentionné. Pour ceux qui ont les moyens de les donner. Ça intervient après 6 mois. J'ai tout à l'heure omis de mentionner que pendant que la maman allaite son enfant exclusivement au sein, ce processus d'allaitement a également un rôle contraceptif pour empêcher que la maman ne conçoive rapidement après l'accouchement. Donc, c'est un rôle contraceptif. Vous voyez donc que l'allaitement maternel, comme on l'appelle souvent, mais on dit tout simplement allaitement tout court, est bénéfique à la fois pour l'enfant et pour la maman. Alors, pourquoi abandonner une pratique qui est si importante pour la santé de la maman, pour la santé de l'enfant? Et même certaines études montrent que les mamans qui pratiquent l'allaitement prolongé sont protégées contre certaines formes de cancer. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on allaite 2 mois et puis on passe à autre chose? Ça, c'est nos amis qui peuvent répondre à cette question. Alors, docteur, si j'ai bien suivi votre développement, passé les 6 mois, les premiers 6 mois de l'enfant qui est venu au monde, on peut commencer à inclure le lait dans son alimentation. On peut, pour ceux qui le veulent, on peut inclure le lait sous forme de formule lactée. On peut inclure les purées. On peut inclure de l'eau. Parce que certaines mamans, dirait-on un peu sophistiquées, achètent de l'eau minérale pour le bébé de moins de 6 mois. Ce n'est pas nécessaire. Et même c'est dangereux. Le bébé de moins de 6 mois n'a besoin que du lait maternel. Et lorsque le bébé a eu 6 mois ou plus, et qu'on veut introduire le lait dans son alimentation, nous ne conseillons pas d'utiliser le biberon. Il faut utiliser le gobelet et donner ce lait ou cet aliment lacté à la cuillère. Parce que le biberon est d'entretien très difficile. Lorsqu'on le nettoie, on n'est pas sûr qu'on a bien nettoyé. Et ensuite, il faut le stériliser. Ça, ce n'est pas à la portée de toutes les mamans. Donc, la meilleure façon de donner l'aliment après les 6 mois à l'enfant, même si c'est les aliments lactés ou tout autre aliment, ça doit être à la cuillère et au gobelet. C'est plus facile, c'est plus propre et ça permet de prévenir beaucoup de problèmes de santé chez l'enfant et particulièrement la diarrhée. Ok, docteur, alors quelle quantité de lait est-ce que nous pouvons consommer par jour?
Ah, ça, c'est une question difficile et facile à la fois. Parce que... Le lait n'est pas indispensable chaque jour. Par exemple, moi, je n'en consomme pas pour des raisons qui me sont personnelles. Mais je ne pense pas que je souffre d'un déficit en éléments que le lait apporte, Calcium, puisque je peux avoir ça ailleurs. Pour ceux qui consomment le lait ou les produits laitiers, le conseil que nous pouvons donner, c'est de ne pas en abuser, parce que cela peut comporter des dangers pour leur santé. Ok. Merci, docteur. Alors, un dernier mot? Oui. Je voudrais revenir sur deux aspects. D'abord, sur la pomme de terre. La mode aujourd'hui, c'est de les consommer frites. De tous les modes de préparation de la pomme de terre, c'est la pire des préparations. Parce que la friture rend un aliment, tout aliment qui est frit devient un aliment malsain. D'abord, l'huile qui est utilisée. Vous ne savez pas combien de temps on l'a utilisée. Elle peut devenir dangereuse à la longue. Ensuite, le morceau de pomme de terre qui a été jeté dans l'huile absorbe de cette huile et devient indigeste, difficile à digérer. Ce qui prolonge la digestion, qui augmente le nombre de calories que nous consommons et ça peut nous conduire vers l'obésité. Et l'obésité est liée à de nombreux problèmes de santé. Par rapport au lait, le conseil que nous pouvons donner, c'est que soyez sûr de la source de votre lait. Consommez ce qui est nécessaire. N'en abusez pas parce que le lait est riche en graisses qui peuvent causer des problèmes de santé au niveau du cœur et des vaisseaux. Donc, consommez la quantité nécessaire. Voilà le conseil que je peux donner à nos amis spectateurs. Merci à vous, docteur, d'avoir accepté d'être notre invité. Merci également à vous, très chers fidèles amis de Capital Santé. Nous avons été très heureux de bénéficier des conseils du docteur. Cependant, il y a quelqu'un qui nous attend encore. Vous me demanderez certainement qui? Bien sûr, Elodie. Elle est à la cuisine et nous attend pour nous proposer encore une très, très, très bonne recette. Coucou, nous revoilà encore une fois avec Elodie en cuisine. Mais aujourd'hui, elle a un autre plat à nous proposer. Rien que des surprises, alors suivez-nous. Elodie, encore une fois la bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter du gratin dauphinois. Du gratin dauphinois. Alors, quels sont les différents ingrédients qui entrent en compte? Donc, le gratin dauphinois, il est fait à base de pommes de terre. Donc, notre ingrédient principal, ce sera la pomme de terre. La pomme de terre. J'ai aussi besoin d'un œuf frais, du beurre, de la crème fraîche. De la crème fraîche. Du lait. Du lait. Du sel. Du sel. Du fromage. Des champignons émincés. Et puis du poivre. Du poivre. Alors, sans plus tarder, nous passons tout de suite à la préparation. Donc, je vais rapidement. On commence par quoi? La pomme de terre. Commencez par couper notre pomme de terre. On va l'éplucher rapidement. Parce que c'est une recette qui prend un peu de temps. Un peu de temps. Donc. Là, je vais couper ma pomme de terre en fines lamelles. Elles seront coupées en rondelles. En rondelles? Oui. Coupe mes pommes de terre en rondelles. Donc, il faut que ce soit fin et que ce soit bien découpé pour que la cuisson soit homogène. Ok. Donc, de fines rondelles pour faciliter la cuisson. Faciliter la cuisson. Ok. Ensuite, on passe. Après ça, je vais prendre la crème fraîche. Oui. Je vais y mettre un œuf frais. Ensuite, je vais bien battre le tout. Donc,
un peu de poivre, une Une pincée pincée, du poivre. une pincée de sel. Mhm. Et ensuite, je vais ajouter le lait. Donc, je vais bien mélanger le tout parce que c'est ce qui va servir à faire cuire notre pomme. Mm. Ensuite, j'ai besoin d'un moule. De moule. Oui. Donc, dans le moule, On va le beurrer. on va le beurrer pour faciliter la cuisson. Donc, mon moule, il est bien beurré. Et dans ce moule-là, je vais disposer mes pommes. Ensuite, je vais ajouter un peu de mon mélange. Mhm. Et au fur et à mesure, j'ajoute un peu de champignons, Un peu de champignons. un peu de couche de pommes, un peu de mélange de champignons. Comme ça, je fais au fur et à mesure. Donc, j'aurai des Jusqu'à couches. ce que... C'est ce que je termine, mes pommes qui ont été découpées. Mhm. Et maintenant, je laisse cuire au four Pendant combien de minutes? pendant 40 à 45 minutes. 40 à 45 minutes. Oui. Mais pendant la cuisson, je vais sortir à 30 minutes de cuisson pour ajouter le fromage. Mhm. Et maintenant, je vais retirer le couvercle et laisser cuire pour Laissez que le cuire. dessus puisse dorer. Doré, ok. Donc, à la fin, après ces 45 minutes, on obtient ce résultat. Donc, on a notre gratin Mhm. dauphinois. Le gratin dauphinois qui est prêt. Alors, on passe maintenant à la phase de dégustation. Ça sent carrément du lait. Hein. On Ouais. sent vraiment. Et très riche en lait. Si n'était qu'à mon seul, j'allais avaler vraiment toute cette nourriture. En tout cas, c'est très bien fait. Merci à toi, Elodie, Merci, de Charlotte. nous gâter avec tous ces bons plats. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons présenté cette émission. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.